photo vite fait. Ouais, ouais. Mais après, quand fait d'autres, mais ok, nickel. Je ne fais rien. C'est bon, c'est bien comme ça. Parfait. Ok, merci. Belle finition. Ok, parti de derrière. Parfait, petit dernier encore. Hop. Merci. Celle-là, une petite photo de nouveau comme ça. Parfait. Ok, merci. Et également, c'est parfait. Merci bien. Un, deux, un, deux. C'est bon, on y va? Gros micro. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par une question simple. Pourquoi parler d'intelligence artificielle aujourd'hui dans le funéraire? Eh bien parce qu'on le veuille ou non, l'IA, l'intelligence artificielle, s'invite partout. Dans tous les secteurs économiques, dans les industries, dans les métiers, dans l'art. Et évidemment, le funéraire n'y échappe pas. Dans un mouvement de dématérialisation et de digitalisation qui touche toute la société, l'IA se glisse déjà dans nos outils de gestion, nos logiciels métiers, nos échanges. Et elle commence même à apporter un soutien dans l'accompagnement des familles. Elle est là, elle avance vite et elle modifie notre manière de travailler, souvent sans qu'on s'en rende compte. Alors pourquoi cette table ronde? Parce qu'il est temps de comprendre, de partager et d'échanger, de prendre un peu de hauteur sur ce que l'IA peut ou ne peut pas apporter à nos entreprises, à nos équipes et aux familles que nous accompagnons. Mais avant de parler usage, hommage, automatisation ou gain de temps, je vais demander aux intervenants de se présenter. Yaya. Bonjour à tous, je m'appelle Yaya Falla, je suis entrepreneur dans la formation et la tech, notamment les SIRH avec pas mal d'appétence sur l'intelligence artificielle, et je suis aussi président de la commission IA de la CPME. Donc voilà, je pense que je suis le seul autour de la table qui travaille absolument pas dans votre secteur. Et en même temps, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Quand on m'a invité à venir intervenir sur cette table ronde, c'était une occasion assez rare. Je vais en dire juste un tout petit peu plus après que mes voisins sont aussi présentés. En tout cas, merci de m'accueillir. Bonjour à tous, c'est Sophia Bataille. Donc, j'ai créé mon entreprise, les Pompes Funèbres Memories, dans le 41, Loir-et-Cher, pour ceux qui connaissent. Voilà, je représente aujourd'hui les Pompes Funèbres pour l'application de l'IA dans le quotidien. J'ai 3 sites, 3 agences, donc Blois, Vendôme et Saint-Laurent-Nouan. Et l'IA va prendre bien évidemment une place dans notre quotidien, dans les pompes funèbres. Voilà, je passe la parole à mon voisin. Bonjour, enchanté, Philippe Méralbe, je suis fondateur d'Advitam. Donc on est également un opérateur funéraire sans boutique, donc 100% digital, et on opère dans toute la France, donc on accompagne des familles un peu partout. Et on utilise déjà l'IA chez nous, que ce soit pour les familles ou dans nos process internes. Et je suis Nicolas Gossens, opérateur funéraire indépendant, issu d'une entreprise familiale et vice-président de la FNF, Fédération nationale du funéraire. Alors Yaya, pourrais-tu nous décrire l'IA en quelques mots simples, en essayant de le vulgariser pour le mettre à notre portée? Je vais essayer de le faire en quelques mots simples. Non, je pense que vous êtes tous déjà plus ou moins avertis sur le sujet avec l'émergence des LLM, on va dire ChatGPT globalement, qui est un des modèles de chat les plus connus, qui est arrivé maintenant depuis plus de 3 ans. Je pense que tout le monde a eu l'occasion d'utiliser, enfin, qui a déjà utilisé ChatGPT? Levez la main. Ok. Et qui a jamais utilisé un modèle de LLM, peu importe lequel, levez la main.
Ok. Je vais me permettre de poser la question, est-ce qu'il y a une raison particulière? Vous avez... Rupture technologique? Ok. Et monsieur, je crois que vous avez levé la main. Une raison particulière pour ne jamais avoir utilisé un des modèles? Ah ouais, ok. Bah, pour ceux qui n'ont pas vu, il a un téléphone... Old school. Ouais, old school, on va dire. Donc, ok, je pense que c'est un choix du coup beaucoup plus large que juste l'intelligence artificielle. Ok. C'est un sujet d'ailleurs, on va en parler. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, donc on a 350 000 entreprises adhérentes, essentiellement des TPE, PME, ETI, et je travaille sur ce sujet-là donc dans cette confédération depuis maintenant 11 mois, depuis le début de l'année 2025. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs de toute la France, de nombreux secteurs. Et la réalité, c'est que, globalement, cette rupture technologique qui est arrivée à l'intelligence artificielle va toucher, selon moi, en tout cas je peux vous donner mon opinion, sans aucun doute, absolument tous les secteurs, tôt ou tard. C'est-à-dire tous les secteurs seront touchés par cette rupture technologique, qui d'ailleurs, mois après mois, est en train de se renforcer, les innovations sortent, les modèles fonctionnent de mieux en mieux, sont de plus en plus performants, donc tous les secteurs vont être touchés. Et quand on m'a proposé de venir à cette table ronde, un des sujets qu'on aborde souvent quand on travaille sur l'intelligence artificielle, c'est de se poser la question dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que l'IA potentiellement ne remplacera pas? Pour peu que l'IA ne remplace pas tout. Du coup, qu'est-ce que l'IA ne va pas remplacer? Et là, pareil, je vous donne mon opinion très personnelle et je serais curieux d'avoir l'avis de mes voisins. Je me demande, est-ce qu'un jour, les gens, par exemple avec la robotique aussi, si on emmène la robotique, est-ce qu'un jour les gens accepteront, pour mettre les pieds dans le plat et être assez direct, qu'un robot enterre nos proches? Est-ce qu'un jour on acceptera qu'un robot puisse enterrer un proche? Et je ne vais pas parler trop de votre secteur, encore une fois, je suis qu'un profane. En tout cas, à titre personnel, moi je suis un passionné des technologies, je suis un technophile, je suis un passionné d'intelligence artificielle et tous ces sujets-là. Et en même temps, je me dis, si un jour, tôt ou tard, ça me concernera directement, ça me concernait, je ne suis pas sûr que moi, en tout cas, tout technophile que je suis, je l'accepterai. C'est-à-dire que je suis convaincu que ce soit rationnel ou pas, à un moment donné, les émotions, ce qui fait profondément un être humain, ce sont potentiellement des choses qui peuvent nous dépasser. Et en tout cas, je ne suis pas sûr, malgré encore une fois toutes les révolutions et les technologies et les ruptures qu'il va y avoir, qu'on sera prêt à ça. Et c'est pour ça que j'ai accepté très vite cette table ronde, parce que je voulais en savoir plus, je voulais apprendre davantage et de me dire, voilà, vous qui êtes au contact en réalité, tous les jours, régulièrement, des familles, comment est-ce que vous voyez ça? Et donc, on peut reposer la question dans l'autre sens et de se dire, OK, si on part de cette hypothèse-là, que les robots, que l'intelligence artificielle ne viendra pas remplacer ces instants qui sont majeurs dans la vie d'un individu et d'une famille et de ce qui nous fait en fait en tant qu'être humain, qu'est-ce que l'IA donc peut faire? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour au final potentiellement donner encore plus d'espace, donner encore plus de place à la relation humaine, aux émotions, au respect des familles, à ce deuil que chacun et chacune d'entre nous vivra un moment ou un autre de sa vie. Du coup, l'intelligence artificielle est une révolution. Je pense qu'il faut explorer ce sujet, en tout cas moi, via mes activités, c'est ce qu'on fait avec toutes les entreprises qu'on accompagne, il faut l'explorer. Et comment amener cette innovation dans votre secteur, comme beaucoup d'autres secteurs, je dirais, et mes voisins pourront témoigner encore mieux que moi, comme beaucoup d'autres secteurs, par petites touches, par des essais,
voyez, on essaye, tiens, à tel endroit sur des services supports, par exemple sur l'administratif, c'est un classique. Sans doute beaucoup ont commencé, je sais que mes voisins le font déjà, et au fur et à mesure, aller de plus en plus loin, mais tout en restant très lucide, encore une fois, sur cette expérience, sur la relation humaine, sur le respect des familles, sur les émotions. Et je conclurai pour cette introduction rapide. Je pense que paradoxalement, alors de ce que je comprends, c'est un secteur qui, pour l'instant, semble loin. Enfin, je dis ça vraiment. C'est pas le secteur le plus proche de cette innovation aujourd'hui. Et en même temps, je pense que vous êtes un des secteurs, justement, quand on pose la question de qu'est-ce que l'IA ne viendra pas totalement balayer, bah, je pense que vous faites partie de ces secteurs-là qui ont encore du temps pour ne pas se faire balayer sur la totalité des actions, parce que vous êtes un secteur où l'humain a une place prépondérante, majeure, voire infinie et absolue. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Je finis pour cette introduction, Nicolas. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et encore une fois, je vous remercie infiniment de m'accueillir aujourd'hui. Non, tu n'as pas été trop long, c'est parfait, je te remercie. On te réinterrogera certainement sur ton expérience par rapport au PME. Après, peut-être une petite présentation de Sophia et de ton expérience, ton retour d'expérience, de ce que tu as pu entreprendre au sein de ton entreprise. Alors, je vais commencer déjà par préciser une chose. Dans les pompes funèbres, je pense qu'il y a des représentants de pompes funèbres, c'est même certain. Le fait que pendant le Covid, on a connu quand même une période très difficile à gérer, une distance que les familles ont mal supportée. Nous aussi, étant opérateurs funéraires, c'était très très compliqué à gérer. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul, on a fait le bilan. On a vu que le distanciel dans notre métier est très très difficile. C'est parmi les métiers où l'humain est au centre de notre vraiment fonction. Donc, bien entendu, l'IA va gagner du terrain dans notre secteur également. Il ne sera pas épargné, mais dans le bon sens. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que l'IA, on a déjà commencé à mettre des choses en place, notamment le fait on a quand même pas mal de tâches chronophages, répétitives au quotidien. Donc, ces tâches-là, si l'IA peut nous apporter un soutien, une organisation supplémentaire plus facile, pour moi, je pense qu'on va gagner énormément de temps qu'on va mettre à disposition des familles, donc pour leur consacrer vraiment un accompagnement. Et j'insiste sur le côté humain qu'on a tendance, bien évidemment, à oublier, dans le sens où les tâches administratives sont quand même lourdes. Au quotidien, il faut quand même préparer les éloges, les cérémonies, notamment tout ce qui est demande administrative. Il faut quand même, il y a des fois, il faut aller très très vite. C'est quand même des tâches qui nous empêchent aujourd'hui de consacrer beaucoup de temps à l'humain, à l'accompagnement, à l'écoute. Donc, ça fait partie des choses, si on peut éventuellement mettre l'IA à disposition de nos collaborateurs tous les jours, je pense que ça va être vraiment super. On le fait déjà. Les familles, pendant ce temps-là, on sait très bien qu'elles ne sont pas forcément disposées à nous donner des éléments. L'IA peut aussi prendre le relais sur la préparation de diaporamas, de textes éloges, tout simplement les améliorer, les alimenter. Je pense qu'on est tous, à un moment donné, confrontés à ce genre de choses. Il faut aller vite. On sait que le délai légal était à 6 jours, maintenant il est prolongé, mais ce n'est pas pour autant qu'on a plus de temps à consacrer à ces tâches quotidiennes. Donc oui, il faut avoir une réflexion plus poussée, voilà, tout simplement à faire à pousser en tout cas nos collaborateurs. Il ne faut pas avoir peur.
Moi, c'est le message d'aujourd'hui. C'est pour ça que je témoigne et je remercie tout le monde pour cette invitation. Le fait de dire, oui, on a déjà commencé à mettre des choses en place, c'est pas encore fini. Justement, avec la CPME qui est représentée par Yaya aujourd'hui, nous a accompagnés énormément sur ce sujet-là. Et c'est pas fini, hein. Il y a des choses encore à travailler, notamment avec l'administration, parce qu'ils sont quand même habilités à faire le lien entre les PME et les PMI, justement, pour renforcer un petit peu nos demandes. Et je pense que tout le monde connaît la problématique avec les communes, les différentes tâches administratives obligatoires à faire. Donc, s'il y a une petite souplesse, en tout cas sur la transmission des documents, plus efficace, plus sécurisée aussi. On sait très bien qu'on a maintenant, avec la RGPD, la protection des données personnelles, etc. Donc, ça, c'est des sujets aussi. L'IA pourra nous apporter énormément. Donc, je vais laisser quand même mon voisin qui pourrait parler peut-être de l'IA, parce que du coup, toi, tu es à 100%. Hein? Non? Oui? Oui, merci pour ton témoignage et la transition, effectivement. Je vais essayer d'être un peu concret. En fait, donc nous, comme je vous le disais, on utilise l'IA depuis 2 ans maintenant, un peu plus même. Et je pense que vous êtes dans cette situation-là qui est en fait l'IA, à quoi ça me sert au quotidien. Parce qu'effectivement, on est dans un métier qui est l'humain avant tout, on accompagne des familles et on se dit, bon, qu'est-ce que vient faire l'IA dans notre quotidien? Et du coup, je vais vous donner quelques exemples de comment on l'utilise et peut-être que ça fera écho chez vous et vous direz, ah ok, bah effectivement, c'est peut-être un cas d'usage. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser l'IA de plus en plus, vous verrez en quoi c'est vraiment utile et ça peut l'être pour votre quotidien. On l'utilise pour 2 éléments, mais je pense que celui qui vous intéresse le plus, c'est la partie métier. Donc c'est surtout l'opérationnel, toute l'organisation qu'on fait. Nous, aujourd'hui, donc on l'a intégré dans notre outil. On a développé nos propres outils de gestion, l'équivalent de Harlequin, Carbone 14, en fonction de celui que vous utilisez. Et on fait un résumé systématique de toutes les conversations qu'on a avec les familles, qui sont directement stockées dans l'outil. Et en fait, ce simple fait, donc un résumé, donc une conversation qui a eu lieu téléphonique, qui a eu lieu 5 minutes, 10 minutes, qui est résumé en 3 lignes, 3-4 lignes, vraiment ce qui s'est dit dans la conversation. Ça permet d'avoir un suivi hyper facile de où en est le dossier, quels sont les échanges avec la famille. Si par exemple, on le sait tous, une organisation d'obsèques, c'est un suivi de famille pendant 1 semaine, 10 jours, en fonction de combien de temps ça prend. Si le conseiller qui suit cette famille est absent, soit part en vacances, soit est en arrêt maladie, soit est indispo parce qu'il est sur une cérémonie, ça permet à quelqu'un d'autre de prendre le relais et d'avoir un récapitulatif instantané de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que la famille m'a dit. Et ça de façon complètement automatisée. Donc ça, c'est le premier point. On s'en sert également de façon un peu plus artisanale sur de l'extraction d'informations. On en a parlé rapidement, mais on est tous en lien avec les administrations. Chaque cimetière, chaque mairie a son propre formalisme, a sa propre grille tarifaire. Enfin, c'est une tannée. Et du coup, vous donnez ça à une IA, elle vous sort automatiquement les tarifs. Enfin, c'est hyper simple. Et ça, vous le faites, on va y arriver, mais quand les tarifs changent, donc à la nouvelle année, là, qui va bientôt arriver, vous donnez l'IA automatiquement toutes les nouvelles grilles tarifaires. Elle vous extrait très simplement les nouveaux tarifs. Hyper simple. On s'en sert également pour les familles directement. On leur met à disposition 3 outils. Le premier, c'est sur l'identification des aides financières. On leur met à disposition un outil qui leur permet de renseigner le profil du défunt. Et l'outil va identifier, en fonction de la profession du défunt, s'il était retraité ou pas, il peut avoir droit à telle ou telle aide financière. Le capital de la sécurité sociale, par exemple, pour le citer le plus connu. Et également sur l'espace mémoire. Donc c'est une sorte de livre de condoléances numérique. J'imagine que vous en avez tous par différentes sociétés. Ils peuvent automatiquement reformuler, corriger, traduire
les informations qui rentrent. On s'en sert également ça pour les échanges avec les familles, évidemment, dans les emails qu'on échange avec eux, où nos propres conseillers funéraires peuvent traduire, corriger, reformuler en cliquant sur un seul bouton, quoi. Mais merci pour cette explication. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, Sophia, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis concrètement en place dans ton entreprise et les gains obtenus, en fait, nous faire une histoire avant-après? Alors, ce qu'on a fait concrètement, effectivement, c'est qu'on a intégré justement un outil sur notre logiciel d'exploitation, c'est-à-dire à partir des éléments qu'on peut collecter sur le défunt, sur ses proches. Donc, on peut générer, et la famille a ça aussi à disposition. C'est-à-dire que soit on le travaille ensemble, soit la famille peut faire déjà une première ébauche donc pour générer des textes, tout simplement, par rapport à la vie du défunt. Et bien évidemment, ils ont la main dessus, nous aussi, pour alimenter au fur et à mesure ce qu'ils veulent enlever, ce qu'ils veulent rajouter. C'est-à-dire l'humain est toujours présent, malgré qu'on a un outil quand même performant. C'est pas à 100%, hein, ça reste quand même c'est des phrases toutes faites, mais il faut quand même rajouter une touche personnelle. Bien évidemment, on a la possibilité de mettre des photos, des vidéos, et on peut faire des demandes différentes maintenant on peut créer un diaporama très très rapidement. Et donc les maîtres de cérémonie, bien entendu, c'est du temps gagné, et puis c'est les échanges qui sont très très très, performants dans ces moments-là, parce qu'on sait très bien que derrière, la gestion, elle va être plus simple. Et on a des résultats, mais vraiment bluffants. Donc aujourd'hui, on en est là. D'accord, donc d'après tes explications, ton retour d'expérience et celle de Philippe, on imagine que l'IA est une sorte d'assistant personnel pour le conseiller funéraire dans l'organisation de la cérémonie, en vue d'une fiabilité de transmission d'informations et de la sécurisation de celle-ci. C'est un peu ça que vous nous expliquez. On peut dire ça, c'est une assistance. Alors, ça ne veut pas dire que non plus nos conseillers ni nos maîtres de cérémonie n'ont plus rien à faire. Attention, c'est le fait de dire, c'est des moments d'échange qu'on peut avoir avec les familles pour vraiment arriver à un résultat maintenant plus performant de ce qu'on peut mettre en place avant. C'est complémentaire. C'est complémentaire, oui. Yaya, est-ce que tu trouves cette complémentarité dans d'autres secteurs d'activité? Alors oui, c'est de manière certaine ce format, on va dire, où on utilise l'intelligence artificielle comme un assistant, comme un. Là, le terme exact, c'est un conseiller funéraire. Non. Un conseiller funéraire. Un conseiller funéraire, je ne veux pas dire de bêtises. Comme un conseiller funéraire augmenté, on le retrouve dans quasiment tous les secteurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Dans des métiers comme les ressources humaines, vous allez avoir le RH augmenté. Les commerciaux, idem, ils vont avoir un assistant qui va leur faire une synthèse, par exemple, de tous les produits qu'utilise le client historiquement, ce qu'ils peuvent lui vendre. Quand il envoie un email avec des questions, hop, l'email est traité, le devis est généré automatiquement, ou en tout cas tous les conseils apparaissent, etc., en fonction des systèmes que les entreprises ont développés de manière plus ou moins avancée. Effectivement, je vous rejoins tout à fait. On le voit dans de très nombreux secteurs. Maintenant, moi, j'ai envie de poser une question qu'on entend souvent. C'est quand une technologie comme ça arrive, évidemment, naturellement, les gens qui commencent à l'utiliser, jusque-là, faisaient leur métier sans l'intelligence artificielle et sans l'assistance de l'intelligence artificielle. Mais le temps passant, peut-être, en fonction de la manière dont on l'utilise, une dépendance peut se créer. C'est-à-dire que demain, un conseiller funéraire augmenté, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il sera capable de faire son métier avec tout autant de pertinence, mais sans son assistant IA? Un assistant qui est capable de toujours répondre de la bonne manière à toutes les questions, pour peu qu'il ait accès aux bonnes données, à la bonne base de données, évidemment. Et donc, on le voit dans de plus en plus de secteurs. Dès maintenant, même dans le système éducatif, dans les formations, on s'interroge comment est-ce qu'on doit former
les futurs travailleurs, mais même dans une entreprise, comment on forme nos collaborateurs à utiliser l'intelligence artificielle, mais tout en restant pertinent sur la manière dont ils l'utilisent, tout en restant critique, tout en gardant un esprit critique en fonction de ce que lui suggère l'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, si à un moment donné, la requête initiale elle est un peu approximative, ou la donnée elle est un peu égarée, ou elle n'est pas complète, l'IA va vous faire un conseil, mais vous dire, bah tiens, t'as qu'à... pareil, je ne veux pas dire d'utiliser des termes faux, mais à telle cérémonie, tu peux dire tel et tel élément, mais en réalité, il s'est trompé sur je ne sais pas moi, un des membres de la famille, il s'est trompé sur une anecdote, sur une histoire, sur une image, sur une vidéo, etc. etc. Et comment est-ce que le conseiller funéraire augmenté va, au fur et à mesure, rester pertinent, rester alerte? Et je pense que là, par exemple, on a un cas d'usage, et mes collègues pourront sans doute mieux faire un retour d'expérience, mais on a un cas d'usage très pertinent dans votre secteur, mais dans de nombreux secteurs, on le voit déjà. Comment est-ce qu'on reste toujours pertinent? Moi, pour vous témoigner d'une expérience qu'on a dans ma propre entreprise avec mes collaborateurs, donc on développe des solutions d'intelligence artificielle, on va dire, fait maison pour les entreprises. Des systèmes de copilote, etc. Et donc mes collaborateurs qui sont en contact avec les clients, donc évidemment en interne, on a développé tout un système où pas mal de choses est traité avec de l'intelligence artificielle. Quand un collaborateur va parler à un client, il a des petites fiches, il a des petits éléments, il a plein d'informations dessus. Et là, on est en train de mettre en place des systèmes de rédaction d'emails automatiques. Classique, un de mes collaborateurs a envoyé des informations à un client. Alors, il me dit qu'il avait lu avant de l'envoyer. Bon, visiblement, il l'a lu un peu vite. Donc, il a envoyé des informations un petit peu erronées au client. Et donc, bah oui, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez ce théorème du signe noir. C'est Nassim Taleb, dans les années 2008, je crois, après la crise financière, avait écrit un livre passionnant où il explique... enfin, la phrase, il me semble, de mémoire, c'est quelque chose du genre « Tous les signes, l'animal, sont blancs. Je vois un truc qui ressemble à un signe, mais il est noir. S'il est noir, c'est que ce n'est pas un signe. » Et tout est là. C'est-à-dire, quand j'utilise l'IA, il est juste 9 cas sur 10, 99 cas sur 100. Mais la fois où il est faux, il faut être capable de le voir. Surtout dans un secteur comme le funéraire, surtout dans votre métier, il faut être capable de le voir. Et donc, comment on continue à garder un esprit entraîné, l'esprit humain, j'entends, un regard pertinent, quand dans la majorité des cas, ce qui te dit est juste, voire même plus pertinent que ce que tu aurais fait toi-même. Et là, c'est un vrai sujet de société, c'est-à-dire ça dépasse votre secteur. Comment est-ce qu'on reste pertinent? Parce que le jour où, comme la crise financière de 2008, l'événement qui était censé jamais se produire, parce que statistiquement, une banque de la taille de Lehman Brothers, etc., ne s'est jamais effondrée, le jour où il s'effondre, rien n'est prêt, parce que toute notre société a été bâtie sur une hypothèse qui a peu de chances de se réaliser jusqu'au jour où il se réalise. Bon, je reviens sur le secteur, donc là c'est un petit peu pareil. Donc voilà, moi j'ai envie c'est pas interroger mes collègues, mais renvoyer la balle à mes collègues en leur disant, voilà, comment est-ce que en utilisant l'intelligence artificielle, vous pouvez essayer de rester toujours attentif à cet instant unique, au sens il arrive qu'une fois dans une vie, on ne perd pas 2 fois le même proche, on ne perd pas 2 fois la même personne, et donc on doit être pertinent 99 fois sur 100. On se doit, j'imagine que vous devez d'être juste 100 sur 100. Bon courage, Nicolas. Merci. Justement, comment mettre en place cette garantie de la pertinence de la réponse de l'IA pour accompagner nos familles? Je peux répondre? Ouais, ok. Je vais faire 2 niveaux de réponse. Le premier, je pense que dans le funéraire, on n'en est pas là. Parce que on en est encore à comment, au degré 0, qui est comment on va l'utiliser, comment ça va nous servir au quotidien. Et l'humain est toujours dans la boucle, l'humain est vérificateur, on est tous experts de nos métiers. Et donc il n'y a pas ce risque en fait de déléguer 100% à de l'IA de façon complètement aveugle et du coup de tomber dans ce travers. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là dans le funéraire, mais c'est effectivement
un point intéressant sur d'autres secteurs qui sont en avance et qui délèguent déjà à 100% à l'IA de façon aveugle. Et là encore, deux niveaux de réponse. Soit on peut rentrer dans du technique, et il y a des solutions techniques qui existent pour vérifier ce que fait l'IA. Grosso modo, je schématise, mais on va demander à une IA de corriger l'IA, voilà, tout simplement, et puis on peut en étaler plusieurs couches comme ça au fur et à mesure. C'est déjà ce qui est mis en place. Et après, la solution beaucoup plus pragmatique, c'est le temps que le funéraire en arrive à ce niveau-là, les IA il n'y aura pas besoin en fait de les vérifier. Les IA sont déjà bonnes. Enfin, les IA progressent à une vitesse qui est folle. Donc c'est une vraie question, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit pertinente pour le funéraire. Voilà. Alors, je vais ouvrir un autre débat, celui de la protection des données. On a parfois peur de communiquer des informations à l'IA en pensant que ça va être répandu un peu partout dans le monde. Yaya, tu peux répondre à ce sujet-là? Philippe, peut-être? Oui, je peux répondre. Effectivement, enfin, là, c'est aussi une vraie question. Donc, le RGPD, en deux mots, c'est une directive européenne qui nous interdit de transférer des données, notamment les données personnelles, et encore plus des données sensibles comme les données de santé ou religieuses. Et en l'occurrence, la religion dans notre secteur, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est ouvert aujourd'hui avec l'IA. Parce que quasiment tous les opérateurs d'IA sont américains, sauf un qui est Mistral, qui est français, mais qui est pas malheureusement qui n'est pas le plus avancé, mais qui a quand même le mérite d'exister. Donc c'est un vrai sujet, juridiquement, c'est pas tranché. Donc oui, on envoie, quand on utilise ChatGPT, on envoie nos données sur un serveur aux États-Unis. Oui. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Légalement parlant, aujourd'hui, c'est autorisé. Donc voilà, il n'y a pas de... À surveiller. Oui, à surveiller. De toute façon, ça va évoluer. En ce moment, c'est un sujet qui est en cours là au niveau européen. Il y a une réflexion justement du RGPD. L'Europe a compris qu'elle avait poussé le curseur un peu trop loin et est en train de revoir la réglementation RGPD, notamment au niveau de l'IA. Donc c'est quelque chose qui est en train de changer, donc ça va évoluer. Et à date, c'est pas... On peut l'utiliser de façon librement, sauf si on a un cas de conscience de « OK, j'ai pas envie que des données soient transférées aux États-Unis ». OK. Alors, Sophia, toi qui utilises l'IA en recevant les familles, est-ce que c'est une question des familles, cette protection des données? Est-ce que c'est une question de tes collaborateurs? Comment tes collaborateurs ont appréhendé l'utilisation de l'IA? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors, effectivement, cette question s'est posée très rapidement, hein, dès qu'on a commencé à générer des textes, etc., sur l'IA. Moi, j'ai juste une petite... est-ce que c'est un détachement? En tout cas, c'est un avis personnel. C'est des sujets sur lesquels, si on se rappelle bien du début d'Internet, c'était très très compliqué. Il y avait plusieurs moteurs de recherche. Donc on ne savait pas, quand on rentrait des mots de passe, déjà il y avait des formations pour rentrer des mots de passe pour chercher quelque chose de bien précis. Les sites commerçants sont arrivés très rapidement. On s'est posé les mêmes questions sur le fait, aujourd'hui je suis sur un site, je veux acheter un article et je dois rentrer mes coordonnées et mes informations sur mes cartes bancaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on le fait instinctivement, sans réfléchir presque. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des solutions qui étaient développées depuis. Et je pense que l'IA, ça va prendre le même chemin. C'est mon avis personnel pour l'instant. Je ne sais pas, je n'ai pas de recul. Ce n'est pas une vision sur laquelle on peut se prononcer aujourd'hui. Oui, on fait très attention par rapport à ne pas donner, bien évidemment, pour l'instant, parce qu'on n'a pas de recul, trop d'informations personnelles. Donc, on fait attention. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on prend vraiment des mesures spécifiques. Ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est un risque qu'il faut prendre. Pour toute innovation, je pense que c'est inévitable. Donc une sensibilisation à faire auprès de nos collaborateurs, peut-être même une formation. Est-ce que ça existe, ce type de formation à l'utilisation de l'IA? Yaya? Ah oui, totalement. Enfin, ça, là, pour le coup, c'est la beauté, on va dire,
d'un marché libre, d'un modèle sur lequel on tape beaucoup, qui a des défauts, mais d'un modèle capitaliste où dès qu'il y a des opportunités de marché, vous avez des acteurs privés qui se positionnent. Donc sur la formation, évidemment, il y a pléthore de formations plus ou moins bonne qualité. Forcément, je veux dire que les nôtres sont d'excellente qualité. Au-delà de la petite blague, non, il y a beaucoup de formations qui existent sur la manière d'utiliser l'intelligence artificielle, mais vous avez raison, et plusieurs fois ça a été relevé, la manière aussi d'utiliser la donnée. C'est-à-dire comment vous collectez la donnée, où est-ce que vous mettez la donnée, etc. C'est-à-dire l'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin de toute façon par définition, est directement liée à la donnée. Donc il n'y a pas d'IA sans données propres, sans données pertinentes. Et après aussi, qu'est-ce que je fais avec cette donnée-là? Par rapport au fait de se poser la question de où vont les données que lorsque j'utilise une plateforme, oui, si vous utilisez le modèle en ligne de ChatGPT, le chat de Mistral, etc., par définition, ça va sur leur serveur, peu importe où sont les serveurs, avec ce que eux décident d'en faire, avec la réglementation, parce qu'ils ont le droit aussi de ne pas en faire, mais aujourd'hui, c'est assez ouvert pour l'instant. Après, la bonne nouvelle, c'est que les évolutions technologiques qu'on voit là, arriver depuis 2-3 ans sur le sujet permettent à des... enfin, pas cher, tout est relatif. Disons pour une belle TPE, PME qui pourrait investir quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez déjà créer, on va dire, des systèmes, des solutions, des copilotes pour quelques dizaines de milliers d'euros, une première version pour des tâches assez simples avec vos propres serveurs, avec des modèles open source. Donc par définition, la donnée reste sur vos serveurs et vous pouvez faire quand même, j'ai envie de dire, avec ces modèles open source, certains assez légers, 80% des cas d'usage, je dirais comme ça au doigt mouillé, sont couverts. Donc à partir de là, voilà, vous pouvez avoir votre propre système plus ou moins fermé, assez sécurisé, où les données restent chez vous et vous pourrez donc donner accès à vos collaborateurs et leur dire bon bah là, tu peux utiliser de manière assez ouverte ces outils-là parce que toute la donnée reste chez nous et on respecte toute la réglementation. Donc ça, il y a eu une espèce de comme souvent encore une fois, une baisse des prix par rapport à la compétition qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc vous pouvez trouver assez aisément des fournisseurs, des boîtes de conseil, etc., qui peuvent vous accompagner. Mais encore une fois, quelques dizaines de milliers d'euros, 50, 60, 70 000 euros, voire un peu plus si vous cherchez des solutions plus robustes. C'est très peu pour certains, déjà énorme pour d'autres. Donc vous avez déjà ça. La deuxième option qu'on voit aussi apparaître, et je ne connais pas les solutions, les softwares qui existent dans votre secteur, mais de plus en plus de solutions que vous utilisez qui vont intégrer de l'intelligence artificielle embarquée. Et après, c'est à voir avec ces fournisseurs. Qu'est-ce qu'ils font avec la donnée qui vont sur ces plateformes-là, etc. De vous assurer que les modèles qu'ils utilisent, ce sont pas forcément, ils se branchent pas à OpenAI ou même à Mistral via leur API, etc. Parce que bon, pour le coup là c'est comme si vous utilisiez vous-même ChatGPT. Donc voilà, mais on voit de plus en plus de solutions qui embarquent l'IA dans leur solution, dans leur offre. Et où vous avez l'option effectivement de créer vos propres solutions. C'est ce que j'ai cru comprendre que tu faisais déjà, de près ou de loin, ou en tout cas c'est les débuts. Mais en tout cas voilà, il y a de plus en plus de solutions qui arrivent, les prix sont de plus en plus compétitifs, donc vous pouvez totalement aussi explorer ce chemin-là pour respecter la réglementation, pour protéger la donnée, les données que vous avez et les données des familles que vous accompagnez et pouvoir améliorer votre productivité. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour du sujet concernant les données. J'aimerais bien revenir sur des cas d'usage avant de laisser la parole à la salle. On a parlé de l'IA comme assistant personnel pour le conseiller funéraire et de tout ce qu'il pouvait lui apporter. On n'a pas beaucoup parlé de la partie logistique et opérationnelle. Est-ce que ça, par exemple, Philippe, c'est quelque chose que tu as commencé à mettre en place ? Alors non. Non, mais effectivement, c'est un cas d'usage dont on n'a pas parlé, et même on peut encore projeter plus loin, mais qui est l'assistant personnel qui est directement connecté à vos outils, notamment pour l'organisation d'obsèques. Donc en gros, dans un chat comme ChatGPT, lui demander directement de faire des actions, comme par exemple de positionner Denis, Jean-Michel et Albert sur les obsèques de Madame Martin. Donc en gros, de faire directement votre planning avec tel véhicule
plutôt que d'aller dans votre logiciel, de les prendre à la main, de regarder les dispos, etc. Vous pouvez lui demander directement de le faire. C'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est techniquement possible. Il faut juste que vos fournisseurs de logiciels le mettent en place. Et après, l'étape d'encore après, c'est on fait la même chose, mais d'un point de vue vocal. Donc au lieu de le rentrer, de discuter au clavier avec un assistant, on lui demande. Donc on est en ligne avec la famille, enfin on est avec la famille en face. On va demander vocalement à son assistant, voilà, organise-moi les obsèques en mettant tel et tel porteur dessus, tel maître de cérémonie, et l'IA du coup connectée à vos systèmes va le faire. On peut également l'imaginer pour faire du réappro sur des cercueils, enfin sur toute la logistique en fait que vous avez au quotidien, quoi. Mais merci pour ce retour. Quand on a préparé cette petite conférence, tu as soulevé un point intéressant, Philippe, qui était la différence entre l'automatisation et l'IA. C'est un point qui m'avait bien intéressé. Oui, du coup, je viens un petit peu d'en parler, mais effectivement, il y a une différence entre de l'automatisation, entre guillemets, ce qu'on fait déjà depuis déjà une dizaine d'années, voire même un peu plus, qui est de mettre en place des règles métiers et en fonction des horaires, en fonction du lieu, en fonction des disponibilités, le logiciel va automatiquement attribuer, prendre les porteurs, les attribuer correctement, mettre le cercueil. Ça, on le fait déjà. Enfin, vos logiciels le font déjà, plus ou moins bien. L'étape d'après, c'est vraiment la partie intelligence et conversation. Donc, sur des cas qui sortent justement de ces règles métiers. C'est typiquement tout ce qui est rédaction d'hommages, que ce soit pour les familles ou même en interne. Ça ne peut pas être automatisé par des règles, quoi, forcément. Alors, je vais peut-être parler d'un vœu pieux. Si on imagine que les services de l'État ouvrent une API avec le système de POF de ROF, est-ce que tu imagines que ça pourrait être bénéfique pour la profession ? Dans tous les cas, ce serait bénéfique, qu'on parle d'IA ou pas. Moi, dans je tous les dirais cas, que ça serait le rêve, peut-être. Même, ça serait le rêve. Non, mais dans tous les cas, évidemment, si l'administration, si on a plus de liens accessibles avec l'administration, que ce soit pour les certificats de décès, les fermetures de cercueil, les autorisations de crémation, d'inhumation, c'est le rêve. C'est le rêve. Évidemment qu'on pourrait automatiser tout ça. Après, je pense que dans ce cas-là, des règles métiers suffiront. En fait, il n'y a pas besoin forcément d'IA. Faut voir comment c'est fait. Et puis, de toute façon, c'est le futur. Enfin, l'IA est là et elle va rester là et elle va continuer à se développer. Donc, on verra bien dans quel sens ça ira. Et il me semble que la conférence suivante est sur la dématérialisation. Ça fera un bon enchaînement. Bon. Je pense qu'on peut terminer là pour l'instant. Peut-être laisser la parole à la salle, voir si vous avez des questions. Je vais pouvoir vous passer le micro. Je peux y aller, oui. Personne n'a de questions ? Pascal. Bonjour, merci pour tous les éléments que vous avez fournis. J'ai cru entendre tout à l'heure que ce n'était pas dans le funéraire pour demain. Alors, moi je dirige une entreprise dans le funéraire, en famille. Ça fait déjà 2 ans qu'on a intégré l'IA. On a fait des formations au niveau d'une partie de notre personnel au début sur l'encadrement. Aujourd'hui, j'ai mon service RH, mon service logistique, mon service planification, mes maîtres de cérémonie, mes marbriers qui travaillent avec l'IA. Donc pour moi, c'est plus demain, on est dedans. Et j'ai trouvé très pertinent le fait de dire qu'on peut perdre au bout d'un moment le réflexe ou tout au moins notre nature professionnelle. En particulier, tout ce qui est logistique, c'est différent, mais tout ce qui est secrétariat, rédaction d'un contrat de travail, tout ça, je dirais, ça n'a pas d'importance. Par contre, les maîtres de cérémonie, nous qui sommes formés pour être imaginatifs en même temps et force de proposition vis-à-vis des familles, est-ce que d'ici quelque temps, on ne perdra pas nos repères de base ou notre éducation, notre formation de base
à être trop familiarisé avec l'IA parce qu'on monte en voiture, on fait la rédaction d'un éloge funèbre, on va plus vite qu'avant. Et parfois, on pourrait peut-être perdre le fil dans les années à venir. C'est possible. C'est une très belle réflexion pour moi. Je commence et après je te laisse. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, l'IA est un assistant de nos conseillers. Demain, ce sera peut-être l'inverse. C'est-à-dire que l'IA va piloter et du coup, on sera juste vérificateur. Je ne sais pas. Mais oui, c'est un risque qui est déjà avéré sur certains secteurs, notamment tout ce qui est code informatique. Les codeurs délèguent directement à l'IA et sont juste vérificateurs de ce qui est fait par l'IA. Oui, c'est effectivement le risque pour demain. Moi, sur les 2 points, sur le premier point, est-ce que le funéraire n'est pas encore concerné ou est encore protégé, etc. Très personnellement, je ne pense pas. Ce que moi je dis, c'est que tous les secteurs sont touchés, vont être touchés de plus en plus. Je vous donne un exemple, enfin une anecdote plutôt, sur la manière dont c'est en train de venir massivement partout. J'étais il y a quelques semaines avec un associé d'un fonds de private equity assez important, un fonds financier qui investit dans des entreprises, qui rachètent parfois même des entreprises pour les transformer. Ils viennent de lancer, enfin fin d'année, ils vont lancer un fonds européen à peu près 1 milliard d'euros sur la thématique de l'intelligence artificielle. Bon, jusque-là, rien de très surprenant. Donc moi, en discutant avec cette personne, je lui dis j'imagine que tu vas aller investir dans le cloud, dans les data centers, dans des boîtes un peu de ces secteurs-là qui sont directement touchés, portés aujourd'hui par le vent de l'intelligence artificielle. J'imagine c'est ça quand tu dis thématique IA. Il me dit non, pas du tout. La thématique du fonds, c'est d'aller détecter dans tous les secteurs qui semblent loin de l'intelligence artificielle une entreprise de taille moyenne, d'investir massivement dedans, de prendre potentiellement la majorité, d'envoyer une armée d'experts transformer la boîte avec l'IA pour aller rafler tout le secteur. C'est-à-dire que eux, en fait, leur tactique, c'est de dire je vais rentrer par l'autre bout, je vais aller dans les secteurs loin de l'IA, peut-être le funéraire, je ne sais pas. Je vais trouver 1 ou 2 acteurs européens importants ou même locaux. Je vais les reprendre. Je vais investir, je vais aller voir le dirigeant, je vais lui dire bon, tu veux combien? Je te paye même le double du prix. Allez, tu restes là et puis après, tu vas rester 5 ans, je te fais un package de sortie, etc. Je suis un peu direct, je suis un peu caricatural. Et on va transformer sa boîte parce que ses concurrents étant loin, comme on vient de le dire, seront pas prêts. Alors que dans le cloud, etc., c'est déjà des ingénieurs dans le secteur, donc la compétition est en réalité déjà là. C'est l'océan rouge versus l'océan bleu. Donc là, ils vont aller chercher un acteur. Donc la thématique est là. C'est-à-dire que tous les fonds privés aujourd'hui sont en train de se réorienter en se disant même ça. Donc paradoxalement, si vous pensez être dans un secteur ici ou ailleurs, loin de l'IA, sachez qu'il y a des acteurs qui sont déjà positionnés pour venir dans ce secteur-là parce qu'il y a des belles opportunités. Du coup, le conseil, c'est de se dire n'attendons pas. Alors après, il y a la loi de diffusion de l'innovation, ça prend du temps, ça peut être régional. Alors oui, les gros acteurs vont peut-être être dans des pôles plus ou moins importants et en fonction de la région où vous êtes, vous pouvez être encore... Voilà, mais en tout cas, s'interroger, se poser la question, se positionner, je pense que c'est important. Et sur le deuxième sujet, sur ce que je disais, effectivement, je peux que vous rejoindre, mais sur le fait de perdre à un moment donné la pertinence ou le regard critique qu'on a, une des solutions, ce qu'on voit en tout cas, c'est de se poser la question de votre collaborateur en fonction du métier qu'il fait, il a le droit à l'erreur ou pas. Vous voyez, par exemple, on parlait des développeurs, il fait un code, il push un code qui s'avère être une erreur. En fonction du logiciel, il y a un bug, on le corrige et on recommence. Quelqu'un qui fait de la comptabilité, etc., on a le droit à l'erreur en comptabilité. Il s'est trompé, hop, on corrige, même d'une année sur l'autre, on fait une provision, on corrige. Mais encore une fois, vous, par exemple, dans votre secteur, un enterrement, c'est pas on s'est planté, on arrête tout, on recommence l'enterrement. Vous voyez, on recommence demain. Non, la cérémonie, c'est maintenant. Donc en fait, sur ces métiers-là, je pense que chacun doit avoir un regard extrêmement précis et de se dire, je dois réfléchir à comment je peux presque sanctuariser, mettre dans une bulle la personne, les métiers où les gens n'ont quelque part pas le droit ou peu le droit à l'erreur.
tout en utilisant l'intelligence artificielle, presque les entraîner aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. Ils peuvent utiliser l'IA, mais il faut qu'ils restent des experts pointus et il faut continuellement qu'ils gardent un regard critique sur ce que lui dit la machine et même ce que lui dit un collègue, etc. Parce que quand c'est toi qui es en train de faire la cérémonie, bah c'est toi qui fais la cérémonie, c'est personne d'autre qui fait la cérémonie. Est-ce que- Bonsoir. I am going to ask in English. So usually I am not from this industry. I am from tech industry. So we speak a lot about AI, but in my opinion, there is one important topic is adoption and AI readiness. As I am not in your industry, I would like to know how much is ready your industry, because it's not only about like AI to introduce AI, but to be ready to introduce AI. You have like processes, how you maintain data quality, and especially resistance to the change? Because a lot of people, when you are going to introduce something in the industry, there is of course resistance. So I would like to know how much is ready your industry to adopt AI. If I speak French, you understand? Yes. Ok. Moi, je rappelle juste une chose très importante dans le secteur du funéraire, c'est que c'est un secteur très réglementé. Là, aujourd'hui, bon, j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que l'IA pourra prendre la main. Aujourd'hui, on a une réglementation très stricte par rapport à l'accueil des familles. L'accueil des familles doit se passer directement dans les agences. C'est une obligation. Donc aujourd'hui, on parle du distanciel. C'est ce qu'on a connu pendant justement le Covid. Le Covid, c'était une période où on a développé énormément nos moyens de communication. C'était très bien. Mais maintenant que l'IA va se mettre en place, peut-être que la réglementation peut probablement, aujourd'hui, je ne sais pas, mais... Juste me permettre de t'interrompre, c'est pas la réglementation. Hein. On n'a pas besoin d'avoir les familles en boutique, on n'a pas le droit de faire de démarchage, ce qui n'est pas la même chose. On peut les accompagner à distance à condition qu'il n'y a pas de démarchage. Par rapport à la signature des documents, ça se passe toujours à l'agence. Signature électronique? Oui, pour l'instant, oui, bien évidemment. La signature électronique, elle est mise en place depuis peu. Je vous propose de rester sur le débat de l'IA. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai ciblé, en tout cas, la réponse. Du coup, je te laisse finir, du coup, sur Oui, pardon, sur l'adoption, c'est un peu ce qu'on a dit pendant toute la conférence. C'est un secteur qui n'est pas le premier, qui ne sera pas le premier à être confronté à l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de présence sur le terrain. On a des porteurs, on a des maîtres de cérémonie, on fait des travaux de cimetière. Ça ne peut pas être remplacé par de l'IA, ça. Donc voilà, le secteur funéraire sera un des derniers secteurs à être touché. Après, là où l'IA arrive dès maintenant, c'est dans toute la préparation, l'organisation, tout ce qui est en amont, tout ce qui peut être fait à distance, en fait, donc hors cérémonie. Et ça, c'est du gain de temps. Et qui dit gain de temps, dit gain d'argent, efficacité, on a besoin de moins de personnes, donc ça va venir, c'est sûr. Merci pour votre intervention. Alors concrètement, pour nous, opérateurs funéraires, comment peut-on utiliser l'IA? Est-ce des logiciels? Est-ce que c'est des applications? Ou faut-il, comme monsieur l'évoquait, faire venir des informaticiens qui nous développent un modèle personnalisé, coûteux? En fait, il y a plusieurs degrés. Vous pouvez déjà commencer très simplement en utilisant ChatGPT pour préparer vos hommages de cérémonie, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment le degré 0 que vous pouvez faire tout de suite. Après, le degré qui va s'imposer à vous, c'est quand votre éditeur de logiciel va l'intégrer, si ce n'est pas déjà le cas, dans votre logiciel. Donc là, vous aurez un bouton qui va apparaître, traduire le texte, corriger le texte. Ça va venir à vous, en fait, sans que vous l'ayez demandé.
Et après, si vous êtes une très grosse entreprise comme OGF, Funecap, enfin pour pas les citer, vous pouvez effectivement développer vos outils, choisir de développer pas développer votre propre modèle d'IA parce que ça c'est hors de portée, mais en tous les cas prendre un modèle dispo, l'intégrer dans vos outils sans faire appel à OpenAI, à tous les fournisseurs externes. Ça dépend en fait de votre taille et de votre latitude que vous avez avec les outils que vous utilisez au quotidien. Peut-être que la première utilisation ne serait uniquement sur le pilotage de l'entreprise ou l'administration de l'entreprise, sur la rédaction de courriers, de mails, de choses très simples à mettre en place. Alors merci pour, merci pour votre intervention. Donc moi je viens de Belgique et donc dans mon métier d'entrepreneur de pompes funèbres, j'utilise Copilot, pas Chat, mais Copilot. Et je voudrais juste dire sur un retour d'expérience que j'étais totalement d'accord sur l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle comme assistant. Parce que Copilot me sert d'assistant. Plus je lui donne des informations sur la situation, que ce soit au niveau de courriel, de situation à gérer, de présentation de réunion, plus je lui donne des informations claires, plus Copilot m'aide. Mais la solution finale, enfin la décision finale, c'est moi qui la prends. On est bien d'accord. La deuxième chose aussi, c'est que je pense que j'ai vu ici sur le salon beaucoup de formations qui existent par rapport aux métiers et aux arts funéraires. Je pense que ce serait important pour la génération qui arrive d'intégrer déjà des notions sur l'intelligence artificielle et l'utilisation qu'on peut avoir avec celle-ci dans le secteur funéraire. Mais dans l'ensemble de ce qui a été dit, je suis totalement d'accord et je suis un peu comme vous, M. Fallat, convaincu que l'intelligence artificielle va nous aider, mais ne nous remplacera jamais. Parce que les gens ont besoin d'un contact humain. On a besoin de parler à un être humain, pas une machine qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire et comment et comment. Donc ça reste là-dessus. Merci. Un complément apporté ou ce n'est pas nécessaire? Mais merci pour ce complément. D'autres personnes? Bon, merci. Ah. Bonjour, merci pour vos interventions à tous les trois. On a évidemment parlé de l'arrivée de l'IA, de comment l'intégrer pour les opérateurs funéraires. Moi, il y a une question à laquelle je pense de plus en plus, c'est l'IA du point de vue des familles et leur rapport au deuil et au processus de deuil qui s'enclenche. C'est aussi la responsabilité des opérateurs funéraires d'accompagner du moins dans le temps qui court jusqu'à la cérémonie ce processus. Or, l'usage de l'IA par les proches, par les familles, pour constituer des diaporamas, pour les aider à écrire leur éloge, ou pour intégrer des éléments du défunt lui-même, comment on se prémunit, comment on peut se prémunir, et quelle est notre responsabilité à nous, de manière à ce que l'usage de l'IA dans toute la société, d'individu à individu, ne creuse pas la souffrance ou n'empêche pas la possibilité des familles d'entrer dans leur deuil et de faire ce deuil. Voilà. Merci. Sophia, tu peux peut-être nous faire part de ton retour d'expérience avec les familles? Si on parle de deuil, il y a une souffrance, d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, comment les familles vont percevoir le fait de préparer, par exemple, des éloges. On sait très bien que quand on a des familles dans cet état-là, ils n'ont pas forcément la disponibilité, tout simplement, de rédiger. On n'a pas tous des talents d'écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Je dis même sans talent de rédacteur, même dans cet état de fragilité, oui. Le fait de devoir agir soi-même, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le choix de photos, que ce soit dans tout ce qu'on peut avoir envie de montrer du défunt ou de lui rendre hommage, même la difficulté que ça représente dans la souffrance et dans la fragilité du deuil, c'est une nécessité dans le passage. Et le fait de déléguer,
c'est pas notre responsabilité, c'est pas la responsabilité des opérateurs funéraires, le choix que feront les familles, mais dans l'accompagnement qu'on peut leur offrir, le conseil qu'on peut leur offrir, j'ai l'impression qu'il y a, de manière, je sais pas quoi, séculaire, millénaire, le besoin de rappeler aux endeuillés, le besoin d'agir au moment du passage. Et moi, j'aurais tendance à leur déconseiller le passage par l'IA pour organiser, pour écrire. Mais c'est très personnel. Je suis d'accord avec la difficulté d'eux, mais elle me paraît nécessaire. Après, c'est leur choix, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qu'on impose aujourd'hui. Alors, on peut... Pardon, c'est une question qui est effectivement très personnelle. Quand on reçoit des familles, certaines vont vouloir une cérémonie simple, et le mot simple n'est pas le même pour tout le monde. Vont vouloir une cérémonie personnalisée, et dans la personnalisation des obsèques, ça peut être fait par la famille, ça peut être fait maintenant par des funeral planners, ça peut être fait par nos équipes de conseillers funéraires. On s'adapte à chaque famille, on ne standardise pas. Donc cette question de préparation, de rédaction de texte ou de cérémonie par l'IA, c'est, comme on l'a dit, plutôt d'un point de vue assistant personnel, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la famille bah, vous allez tout mettre dans l'IA, ça va nous sortir une cérémonie. Et ce qui est important pour ceux qui ont commencé à utiliser un système d'IA, c'est du contexte. Le contexte, on le prend auprès de la famille, en échangeant avec elle, par un jeu de questions-réponses, en essayant de comprendre qui était le défunt, quelle était sa vie. Et l'IA va simplement aider au niveau rédactionnel. Je pense que c'est ça, Sophia. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Je te remercie, Nicolas. Quelqu'un d'autre a une question? Écoutez, merci. Je pense qu'on peut conclure. Et je vais te proposer, Yaya, puisque tu découvres notre secteur d'activité, d'essayer d'apporter une petite conclusion à ces échanges que nous avons pu avoir. Non, mais je vais me lever en même temps. Une toute petite conclusion, c'est... Parmi les secteurs et les clients qu'on accompagne, on accompagne actuellement un groupe de restauration qui, sans les citer, met toujours une intention très particulière sur l'accueil, sur l'expérience que vit un client lorsqu'il vient dans le restaurant. Et j'écoutais un des fondateurs du groupe qui expliquait à ses collaborateurs, notamment les chefs de rang, il leur disait, et je suis 100% d'accord, et je vais même appuyer et reformuler ce qu'il disait, l'IA remplacera, avec la robotique qui arrive aussi, 100% des tâches qu'un humain peut faire. Là, vous allez dire c'est paradoxal. Là, on vient de dire qu'on n'allait pas remplacer plein. L'IA remplacera 100% des tâches qu'un humain peut faire avec la robotique par la suite. Du coup, se pose la question, qu'est-ce qu'une tâche? Quand un serveur accompagne un client jusqu'à sa table, soit il veut juste l'accompagner logistiquement, soit il l'accueille dans un lieu et une maison. Quand on fait une cérémonie, soit je suis juste en train de lire un texte, ça c'est une tâche, un robot peut le faire. D'ailleurs, on voit même sur la voix, etc., ils sont capables totalement d'imiter encore mieux que nous les émotions. Donc, un robot, une IA peut le faire. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va ressentir une émotion ou pas si c'est un robot qui le fait encore mieux que moi ou un être humain? C'est l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire qui le fait, quelle est la source en fait du signal. Et donc ça nous interroge chacun d'entre nous sur la manière dont on aborde nos propres métiers. Quelqu'un qui va animer une cérémonie, ça va l'interroger sur la manière dont il aborde chaque action qu'il va faire, chaque tâche qu'il va faire. Est-ce que c'est juste une tâche? C'est-à-dire j'ai une checklist à faire, bon bah là je l'accueille, là je les emmène là je lis mon texte, là je vais les voir avec un petit sourire, enfin un sourire, avec la bonne émotion. Ou alors est-ce que je le fais avec toute ma sincérité et tout mon cœur? Et à partir du moment où on l'aborde de cette façon-là, j'espère que les robots et l'intelligence artificielle ne réussiront sans aucun doute pas à nous remplacer. En tout cas, ce que c'est en train de nous proposer ici, c'est de nous interroger nous-mêmes. Et donc, par ce parallèle, si un serveur voit son métier comme une succession de tâches, un robot le fera mieux que nous. Mais si un serveur voit son métier comme une manière d'accueillir quelqu'un dans un lieu, aucun robot ne pourra jamais le faire. Et donc, idem, je pense, dans votre secteur, par rapport à ces instants uniques et rares que vous vivez et les familles que vous accompagnez tous les jours. Merci.
Merci pour cette conclusion. Merci pour vos 3 interventions. Merci pour votre écoute.